Amis réfractaires, aujourd'hui on est à Monteneuf, donc au sud de Rennes, quelque chose comme ça. C'est très long à venir, 2 heures de route pour venir jusqu'ici, pour s'intéresser à un métier semencier, puisque à la base, quand il y a une plante qui pousse, il y a une graine, et à la base de la graine, et ben, il y a Marc, Entre autres. et plein d'autres gens. Beaucoup d'autres gens. Tout à l'heure on parlait en off, et tu nous as raconté un terme qui va faire frémir les abonnés du réfractaire, tu as parlé de géopolitique de la semence. Le mot. C'est incroyable quand même, Ouais. ça nous donne envie. Qu'est-ce que tu appelles géopolitique de la semence? Qu'est-ce qui te donne cette impression qu'il y a des enjeux internationaux comme ça là? Parce que d'abord, le marché de la semence, il est quand même mondialisé comme tous les marchés, quels qu'ils soient. Euh, et puis, il y a effectivement des enjeux énormes. Celui qui contrôle la semence, il contrôle l'alimentation. Puis, tu contrôles l'alimentation, tu commences à avoir la main mise sur une bonne partie de l'existence des gens. Il y a forcément un enjeu énorme dans le contrôle des semences. Et tout ce qu'on sait, ou qu'on ne sait pas, mais que j'invite tout le monde à creuser un peu, sur Monsanto, qui est un peu c'est un peu le croque-mitaine sur le sujet, mais il est loin d'être seul. Enfin, à Bayer maintenant, parce qu'on en a beaucoup parlé. Il y a le Roundup, il y a tout ça, il y a les OGM, il y a les maïs avec les terminateurs et tout le bazar. Donc ils ont beaucoup fait parler d'eux, mais c'est un peu l'arbre qui cache une forêt immense, quoi. De tous les acteurs de la semence à l'échelle mondiale. Quand tu sais que des containers de semences de tomates les semences sont produites dans un coin du monde, je dis en Asie, mais c'est peut-être en Amérique latine, pour aller être produites en tant que tomates en Amérique latine ou en Afrique, bah, tu te vois bien que c'est pas Roger et Bernadette avec leurs brouettes qu'emmènent leur sac de carottes, quoi. C'est des paquebots, c'est des échanges entre pays, c'est des entreprises qui sont tentaculaires, qui ont des laboratoires de recherche monumentaux avec des très gros financements pour avoir toujours une espèce de quart de longueur d'avance sur la concurrence ou sur la nouveauté. Comme je disais tout à l'heure, c'est un champ, on est le 28 octobre. Donc Ouais. tout a été récolté, il pleut, j'avais toutes les récoltes et les séchages, etc. Donc je ne suis pas trop allé dans les champs ces derniers jours. Là voilà, des céleris qui ont commencé à se faire bouffer d'ailleurs. Enfin, après ces céleris, ils vont aller dans la serre pour l'hiver et pour la montée en graines l'année prochaine. Ok. Donc c'est des bisannuels, donc la première année on cultive le céleri. Après on a un céleri maraîcher, comme tu connais chez le marchand de légumes. Et il vient en fleur la deuxième année. Donc là, c'est un semis que j'ai dû faire début mars 2024 pour une récolte qui va se faire je pense, en juillet prochain. Donc ça fait 2 saisons de saison de culture. Et j'ai 4 parcelles en tout. Cette année, j'en avais que 2 en culture. Et alors ici, je dois faire attention parce que j'ai les potagers des voisins. La parcelle en face, elle est quand même un peu plus isolée. Mais bon, j'essaie quand même d'être vigilant sur ce que je mets. Et pour les hybridations entre variétés. Et après, j'ai 2 autres parcelles qui sont, elles, vraiment isolées, où là, je peux vraiment faire des cultures beaucoup plus, comme les courges ou des choses comme ça, qui sont très sensibles à l'hybridation. Donc voilà, c'est un peu triste et gris, mais c'est le résultat d'une belle culture, 3 belles cultures. Alors la serre, ça va pas du tout être photogénique, Ah merde. parce qu'on est fin octobre, cher ami, Ouais, et ouais. Bon, en fait, ah, il y a quand même quelques belles choses. Mais donc, à diffuser avec modération. Donc on passe les tomates, on les regarde pas, elles sont en fin de saison, elles sont mortes de mildiou et de... ça se mange pas? Voilà, à ce stade c'est plus vraiment bon, quoi. Et quand même j'ai du bol par rapport à des collègues ou d'autres gens avec qui j'en parle, le mildiou est venu quand même très tard. Mais tu vois par exemple, alors évidemment c'est une fin de saison que je dois tout démonter, j'ai fini mes récoltes et donc les plants c'est pas très esthétique, quoi. Mais tu vois une plante comme celle-là, c'est la même, ça c'est la poire d'Ukraine. Par exemple, celle-là, elle a chopé le mildiou vachement plus tard. Tu vois qu'elle a encore la tige verte et tu vois que c'est assez récent, entre guillemets. Mhm. Là où d'autres sont déjà cuites depuis 3 semaines, un mois, quoi. Et avec ça, tu pourrais développer des légumes ou des tomates qui sont adaptés plus au sol breton, au changement climatique ou des trucs comme ça. Oui, c'est vraiment aussi ce qu'on cherche dans le fait d'avoir un réseau de producteurs qui va être un réseau local, comme ce dont je fais partie, que ce soit le Graines de Liberté, cette coopérative à Quimper ou Germinance, Semaille et d'autres. C'est les réseaux de producteurs locaux. Ils sont aussi les piliers sur lesquels va pouvoir s'adapter, va pouvoir se reposer la production de semences adaptable, en fait. Le fait qu'on ait un champ génétique assez large, on aura toujours un individu ou plusieurs
qui va pouvoir mieux s'en sortir dans des conditions plus sèches ou des conditions plus chaudes, des conditions plus humides. Et tu vois là, on a eu une année très froide et humide, donc il n'y a pas eu la quantité de chaleur, il y a eu vraiment beaucoup de difficultés de froid et d'humidité. Bah, je vois que des individus s'en sortent mieux que d'autres. Donc ça doit être un caractère que... Alors est-ce que je dois le conserver uniquement celui-là, mais par contre je risque de perdre peut-être une adaptabilité de celui-ci à la chaleur, la sécheresse et les stress hydriques. Donc si je laisse ça de côté parce qu'il a chopé le mildiou, ben, si l'an prochain il fait comme en 2022, ben, j'aurais plus ce patrimoine génétique-là pour supporter des conditions chaudes et sèches. Et puis lui, il va peut-être pas du tout aimer des conditions... Alors c'est un peu raccourci tout ça évidemment, je suis pas généticien, mais et puis on a un temps qui est court, mais globalement c'est retenir qu'on doit garder une diversité génétique, qu'on doit garder l'adaptabilité des souches. Et les hybrides, tu peux expliquer un peu ce que c'est et caractéristiques de Alors ça? rapidement, pour faire un hybride F1, donc F1 comme filiale first, première génération, première famille, tu vas prendre deux lignées, une lignée père, une lignée mère, tu vas les épurer, tu vas créer ce qu'on appelle deux lignées pures. Donc elles vont être extrêmement pauvres en diversité génétique parce que tu vas faire en sorte d'éliminer tous tes caractères rédhibitoires déjà et tu vas les rendre, alors c'est un joli mot pour le Scrabble, homozygotes, c'est-à-dire que comme ils ont les chromosomes par paire, tu vas faire en sorte que chaque paire soit identique, qu'il n'y ait pas de récessif ou qu'il y ait que les deux soient les mêmes. Donc tu vas avoir tous les paires, 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 tout comme ça. Et pareil sur le plan mère, donc tu vas avoir une diversité génétique nulle. Donc ils vont se joindre, donc tu es sûr que là tu as tous tes caractères de ta variété, et sur l'autre aussi. Le fruit du croisement a des caractéristiques supérieures, des qualités supérieures à la somme des qualités des parents. Parce que d'un seul coup tu remets de la diversité génétique. Et ça, la nature elle adore, donc elle explose. Quoi. Et donc c'est ça que tu vas te retrouver avec des rendements énormes, tu vas te retrouver avec des produits, enfin voilà, la productivité, le calibre, enfin tous les caractères que tu as recherchés. Donc ça pose plusieurs questions. D'abord, pour faire ces lignées pures, pendant plusieurs générations, tu as quand même fait un travail assez poussé pour appauvrir la diversité génétique de tes souches, premièrement. Donc c'est déjà du temps et des méthodes que nous on n'a pas ici, je fais pas ça dans ma cuisine. Ensuite, tu vas devoir créer cette fécondation entre deux lignées de façon contrôlée. Donc qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises des hormones pour que l'un il n'ait pas d'organe mâle et donc tu vas prendre les semences sur celui-là parce que tu es sûr que le pollen vient de l'autre et ça, enfin c'est toute la question des CMS que j'invite vraiment tout le monde à aller creuser pour voir un peu ce qu'on a dans nos assiettes. Et puis ensuite, tu ne sais jamais, pour reproduire ta super tomate, pour prendre l'exemple d'une tomate ou de ton chou, on ne te dit pas quelles sont les variétés de deux lignées père et mère. Donc ils ont le droit de garder ça secret. Donc ouais, quand on parlait de géopolitique de la semence, on parle de laboratoire, on parle de haute finance, on parle de trusts tentaculaires qui ont à la fois la semence, le produit qui va bien. C'est quand même fou d'avoir réussi à s'accaparer du vivant comme ça, d'avoir trouvé les méthodes pour poser une étiquette dessus, pour avoir le monopole dessus. Oui, je pense que c'est toute ça va complètement dans le sens de l'individualisme où ce que j'ai, tu ne l'as pas et donc tu devras payer pour l'obtenir. Et je veux bien garder par-devers moi tout ce dont je dispose et ne pas te permettre de l'obtenir comme ça facilement. Et là, il y a quand même des belles choses. Il n'y a pas que des plants crevés vers le milieu. Donc là, c'est les piments qui sont qui arrivent un peu en fin de saison. Ils sont à combien dans l'échelle de Scoville? De Scoville, ils sont pas énormes. Ah ouais. Ils sont très bons. Moi, je les aime bien. Et donc voilà, c'est un petit piment qui, il est pareil. Il a eu du mal à démarrer ce printemps. Et bon, il a quand même fini. On arrive quand même à un résultat relativement satisfaisant. Donc c'est un petit piment chiffonné comme ça. Et donc il s'appelle le piment pénis. Alors celui-ci n'est pas très représentatif. On se demande comment on a été chercher ce nom-là. Moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui l'ai nommé. Mais il y en a qui sont quand même assez explicites. Donc tu vas devoir flouter pour YouTube les photos du piment. Pour les enfants qui regardent. Voilà, c'est ça. Tiens, cadeau. Au champ, on récoltait les graines de... Alors c'est assez amusant. Moi, je les récolte au fur et à mesure quand ils sont à pleine maturité. Et puis je fais des guirlandes. Je les mets à sécher dans ma cuisine. Et puis quand ils sont secs, vers normalement mi-novembre, fin novembre, là, ça va être un peu long cette année, je fais un atelier découpe. Alors là, c'est gants, latex, gants Mappa, tu vois, les gros gants de ménage, lunettes,
Et tu t'évites Pas se toucher les- ouais. voilà, faut pas se toucher le visage, faut pas l'épicer, enfin bref, je te passe toutes les. Et encore, c'est un piment assez doux, hein. Mais quand tu fais ça pendant 2 heures de dépioter du piment, même à travers les gants, t'as le bout des doigts qui commence à brûler. Ah, Et c'est vrai, hein. ou les lèvres, ou tu vois, bah, les muqueuses, alors tu te grattes pas les yeux. Tu vois. Donc là, pareil, fin de saison. Donc là, il y avait un cosmos. Bah là, en l'occurrence, c'est de la création ici. Ce Ok. cosmos là. C'est un cosmos orange que je sélectionne depuis. Donc c'est la 7e génération, 6 ou 7e génération, que j'ai sélectionné vers un rouge éclatant. Ok. Vraiment un rouge profond. Alors là, c'est vraiment les dernières fleurs, mais il est plus. Alors c'est un cosmos. Alors il y a dans les cosmos, il y a 2 espèces principales. Il y a le Bipinatus, qui est celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est notamment le jaune. On connaît plus le rose, un grand rose avec un feuillage très découpé. Et il y a le Sulfureus, qui est un cosmos plutôt le plus commun, c'est le orange. Et là, il reste quelques, tu vois, là, il reste quelques fleurs là. Le rouge n'est pas exceptionnel sur ces dernières fleurs en train de moisir tranquillement. Donc en gros, tu fais toute ta rangée, tu sélectionnes les plus Et voilà, bah, si tu regardes dans la rangée, il y a des trous. Bah, c'est quand je voyais un orange, bah, je l'arrachais. Donc c'est aussi la sélection. Alors comme eux, ils sont allogames, donc ils se croisent entre eux. Dès que je voyais un orange, trop orange à mes yeux, je l'arrachais. Et donc j'ai mis en place une culture bien plus grande que ce dont j'avais besoin. Et dès que les floraisons commencent, ben, je passe et puis j'arrache ceux qui correspondent pas à ce que je cherche, quoi. Et donc il y a Et là, 7 ans, c'était beaucoup plus orange que bah, ça. et en fait c'était une culture de orange dans lesquelles il y avait quelques rouges. Ok. Mais vraiment sur une planche comme ça, il y avait 6 ou 8 rouges. Donc avec une petite ficelle, je mettais une petite ficelle bleue autour de la fleur. Parce qu'évidemment, je te défie de connaître la couleur de la fleur qui a donné ses graines. Donc tu mets une petite ficelle bleue autour de la fleur, et puis après je passais et je récoltais juste les graines des fleurs que j'avais marquées. Ok. Mais ça, je l'ai fait juste pour moi, personne ne m'avait rien demandé. Et puis et l'année d'après, j'ai ressemé à part les graines sélectionnées. Et puis j'ai continué à arracher les oranges, et il y en a de moins en moins. Et là, au bout de 7 générations, il commence à être vraiment, pas complètement homogène, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de trous que les années précédentes, quoi. C'est toute la question la question des tomates long life. C'est créé par un laboratoire de recherche israélien il y a 20 ans, hein, ça date un peu. Voilà, et en fait, ces gens-là, ils mettent au point quelque chose, ils déposent des brevets, ils s'accaparent le vivant. C'est tout le sujet de la privatisation du vivant. Donc quand je parlais de mon cosmos tout à l'heure, sur lequel j'ai pas. Puis même, j'avais autre chose à faire que de déposer un brevet sur une fleur qui n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. Et encore, la notion de propriété n'a pas d'emprise en fait. C'était vraiment pas le sujet. Mais pour l'exemple, il y a des variétés de plantes comme des roses ou quoi qui sont déposées, que tu n'as pas le droit de multiplier comme ça. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Parce que là, tu as quand même pris un job où c'est vraiment dans le long terme, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des Ah métiers oui, comme ça. ouais, bah non. Tu trouves quelque chose, toi, à ça? Parce que tu as fait plein de boulot, tu m'as dit, avant de faire ça. Alors j'ai pas fait plein de boulot, ça fait quand même depuis 2008 que je fais ça. Mais je pense que par rapport, effectivement, si on compare au maraîchage, on n'est pas du tout sur la même temporalité. Le maraîcher, il est entre le marché d'hier et le marché d'après-demain. Et entre les deux, on va semer, biner, récolter. Et je trouve que c'est un métier qui est extrêmement exigeant et hyper ingrat et très mal reconnu aussi. Tu regardes, demande à des maraîchers pour le temps de travail qu'ils réalisent, combien, on va prendre un indicateur, la PAC, combien un maraîcher va toucher de prime PAC pour des semaines de 70 heures, et combien un céréalier va toucher de prime PAC pour les mêmes semaines de 70 heures. C'est un métier que je trouve assez qui est ingrat parce qu'il est très mal reconnu, alors qu'on mange peut-être pas tous de la viande comme on disait tout à l'heure, mais on mange tous des légumes. Ça c'est sûr. Ceux qui n'en mangent pas, il ferait bien de s'y mettre quand même. Donc je trouve que c'est un métier qui est très mal reconnu. On devrait tous aller. Il y a un service militaire à une époque, il y a un espèce de service, Le le service SN. national universel. Voilà, merci Charmy, qui nous pondent là. On ne sait même pas ce que c'est cette usine à gaz. Et tiens, si on faisait un service maraîcher, Ouais. tu vois, qu'on remette de la main d'œuvre parce qu'on veut pas bouffer de pesticides. On aimerait aussi que les voisins fassent moins de tronçonneuses, mais ça c'est juste qu'on n'est pas synchro. Et on veut bouffer sans pesticides, etc. Donc il faut remettre de la main d'œuvre dans les champs. Et avec en plus tous les bénéfices d'aller se lier à son paysan voisin, aux légumes qu'on produit, prendre un bol d'air aussi, ça change de ce qu'on peut faire au quotidien. Et prendre conscience aussi que une botte de carottes à 2,50 €, c'est sous-payé par rapport au travail exigé. Ici, je fais l'avocat du diable. Ouais. Est-ce que, imaginons, tu deviens
ministre de l'agriculture dans un État socialiste où on dirige tout, tu vois, sans capital, Oui, bon, 2-3 jours peut-être si on s'organise bien, voilà, le temps de monter à Paris, quoi. de monter à Globalement. Paris, voilà, c'est ça. De prendre la fourche et de monter à Paris. Est-ce qu'il y a des plans qui sont envisageables de nourrir les gens avec des variétés population? Si on restructure un peu tout ce modèle agricole, on dégomme la FNSEA et compagnie, on arriverait quand même à produire suffisamment en se passant des F1 et en faisant de la population comme ça? Je lisais encore un truc il n'y a pas longtemps où j'écoutais, je sais plus, mais la quantité qui est jetée, d'alimentation produite qui est jetée, je me demande, c'est pas de l'ordre de 30%, mais les chiffres sont à vérifier, J'ai ça en tête aussi. euh, qui est jetée. D'abord, on mange trop. Tu vois, on parlait de viande tout à l'heure, voilà. Nous, Européens, enfin, on va dire les pays riches, on mange trop, on jette en masse. Tu vois, on parlait de, je sais pas, de, tiens, un service maraîcher, ce serait drôle. Bah tiens, si je suis ministre de l'Agriculture, Premier décret, tout le monde au champ. tout le monde au champ. Déjà, on interdit l'agriculture conventionnelle, où on la fait raquer, parce qu'aujourd'hui, tu vois, petite anecdote, on n'en a pas parlé non plus, mais l'agriculture biologique, faut, tu vois, quand tu achètes une pomme bio ou une botte de carottes ou une tranche de jambon, ben, la personne qui a produit cet aliment, il a été contrôlé pour vérifier qu'il applique bien les règles de l'agriculture biologique. D'accord. Et à côté de ça, son voisin, qui produit aussi des tranches de jambon, des carottes et des pommes, c'est open bar, il pulvérise, il engraisse, il est là avec son machin, même quand il y a du vent sur le linge de la voisine ou du voisin. Euh, et lui, il fait ça librement. Là, il y a vraiment aussi quelque chose qui me gêne. Ou quand j'ai mon contrôle biologique, agriculture biologique, ben il y a quelqu'un qui vient chez moi. C'est toujours une rencontre agréable. Hein, c'est pas des, voilà, ils sont pas là avec les fourches et les dents qui saignent, tu vois. Je vais vous mordre. C'est pas des vampires non plus, mais néanmoins, quelqu'un vient, vient contrôler mes papiers, mes factures, etc. et mes cultures dans un souci de contrôle. Donc, il y a un préalable de suspicion. Ouais, si on n'a pas de contrôle. Parce que j'affirme travailler proprement. Donc c'est moi le mec louche qu'il faut contrôler. Voilà, tiens, voilà. Ministre de l'Agriculture, je veux bien, mais pas longtemps, hein, ça va être chiant. Hein. Mais enfin voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre dans l'agriculture biologique, on a un arsenal derrière réglementaire, on a des comptes à rendre, on a des contrôles, etc. Vous êtes organisé en coopérative maintenant? Tu fais partie d'une coopérative? Alors moi je fais partie d'une coopérative, une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle Graines de Liberté, qui est basée à Quimper, et donc qui promeut déjà le fonctionnement coopératif, c'est déjà un fonctionnement qui est un fonctionnement vraiment horizontal, enfin en tout cas qui se veut fonctionner de façon la plus horizontale possible. Donc il y a à la fois des jardiniers et jardinières, il y a des producteurs et productrices de semences, et puis il y a des gens qui sont liés plus ou moins au monde agricole ou aux dimensions politiques aussi du monde agricole, comme le syndicalisme ou des choses comme ça. Et cette coopérative, elle met vraiment en avant le travail des producteurs et productrices locaux au sens breton du terme, avec aussi un gros travail de diffusion de la nécessité de ce métier, de diffusion des chaînes en fait qui aussi contraignent ce métier et tout le marché de la semence dont on a déjà parlé. Et donc c'est vraiment l'idée de devenir un acteur à notre échelle de ce que Cocopelli appelle la libération de la semence et de l'humus. Est-ce que tu as un dernier message à dire aux gens qui regardent cette vidéo? Manger des carottes. Que des carottes? Population. Oui. Ben là, j'ai pas de message. Enfin, qui suis-je pour laisser un message? Mais c'est moi, de tout ce que j'ai pu expliquer là, les dimensions politiques, éthiques, de ce que j'ai pu expliquer, de ce qu'on a pu, tout ce dont on a discuté cet après-midi, je pense qu'il y a énormément de gens qui les portent. Et donc, si on trouve un écho à tout ce que je raconte, qui est le champ de mes convictions et de mon expérience modeste, si on trouve un écho à ça, il y a toujours un maraîcher pas loin de chez soi, peut-être un producteur de semences, une coopérative semencière, quelque chose à faire de ce côté-là, un potager dans une école, ou tout acte qui va dans ce sens, quoi. Et de partager ce qu'on sait. Ouais, c'est pas mal ça, partager ce qu'on sait.